D'abord, la première chose, c'est que pour nous, cette matinée est le début d'un long retour sur le terrain des idées, de la réflexion et des propositions. Vous le savez, et il était plus que temps, notre famille politique ne peut pas se contenter de s'opposer, elle a toujours le devoir de mettre sur la table et de s'astreindre à faire cet effort les propositions que nous avançons. Parce que, et on doit en avoir profondément conscience, quand les Français nous regardent, l'interrogation qu'ils se posent toujours, c'est eux, si nous leur faisons confiance, que feront-ils? Et le regard qu'ils portent sur les Républicains n'est pas le même regard que celui qui est porté sur la France insoumise, sur le Front National, sur les extrêmes, parce que ce qu'ils attendent de nous, c'est d'être capable d'être ensuite aux responsabilités, de ne pas se contenter de dire, mais de faire. Et il est donc fondamental, et je remercie Virginie, Guillaume, Luc Ferry, de l'investissement qu'ils ont accepté de faire pour reconstruire, dans le cadre de cette reconstruction totale d'une nouvelle droite, nos idées, ce à quoi nous croyons, les valeurs que nous portons. Pourquoi est-ce que nous avons souhaité commencer par ce sujet sur l'immigration? Mais tout simplement parce que c'est sans doute une des priorités principales pour l'avenir de notre pays. Comment ne pas voir les difficultés massives de l'intégration aujourd'hui? Comment ne pas voir la montée régulière dans nos villes, dans nos territoires, de la pression de l'intégrisme et du communautarisme? Comment ne pas mesurer petit à petit les reculs incessants de la République face aux revendications portées notamment par l'islam intégriste? Le nombre de mosquées salafistes, plus de 100, là où on en a à peine fermé 3. La multiplication du port du voile, la diffusion progressive d'un discours de haine de la France, et ces images qui nous ont tous choqués au lendemain de l'assassinat du colonel Beltrame, où à l'intérieur même du quartier Ozanam, au fond, on sentait très bien que ici, ça n'était plus la République, ça n'était plus la France, et que les gens soient détenteurs de l'autorité républicaine, journalistes ou élus, d'autres avaient pris la place de ce qu'était la République. Nous pouvons prendre ces sujets par tous les bouts. Mais il y a une réalité qui s'impose, et cette réalité, c'est celle du nombre. Et les mathématiques ont la tête dure. Quand, depuis autant d'années, depuis aussi longtemps, nous avons de façon aussi déraisonnable dépassé toutes les capacités d'intégration de notre pays, en laissant rentrer en France beaucoup plus d'immigrés que ce que nous étions capables d'accueillir, nous avons nous-mêmes créé les problèmes auxquels nous nous heurtons aujourd'hui, ni plus ni moins. Il rentre chaque année trop d'immigrés en France. C'est cette réalité à laquelle nous nous heurtons. Les chiffres de ce point de vue sont consternants. 2017, première année d'Emmanuel Macron, 262 000 titres de séjour. C'est un record. Jamais depuis plus de 40 ans, la France n'a accepté qu'il y ait autant d'étrangers qui rentrent sur son sol. Jamais depuis 40 ans. À l'époque, c'était les 30 Glorieuses, une situation de croissance économique, une capacité à intégrer qui était plus facile. Aujourd'hui, nous avons le taux de chômage que nous connaissons, particulièrement douloureux pour les jeunes. Nous nous heurtons à des blocages culturels pour intégrer ceux qui viennent chez nous. Nous nous heurtons à l'intégrisme religieux. Jamais nous n'avons eu autant besoin de diminuer l'immigration, jamais nous n'avons autant ouvert nos portes. C'est une folie. Et cette folie ne peut conduire qu'à de grands désordres pour notre pays. De ce point de vue, il faut bien se dire les chiffres, parce que le débat sur l'immigration en France est marqué du sceau de l'irrationnel. Si rien n'est fait et si la tendance n'est pas inversée, le quinquennat d'Emmanuel Macron se traduira par 1 million d'immigrés en plus au bout de 5 ans. 1 million d'immigrés en plus. Et encore, je prends les chiffres qui sont les plus optimistes. De ce point de vue, la part des immigrés dans la population française est déjà au plus haut niveau qu'elle n'ait jamais connu. Or, que propose le président de la République? D'abord, il y a quelque chose qui est tout à fait ahurissant. Parfois, dans ce déluge de mots avec lesquels il cherche à camoufler les faits. Il n'a jamais dit qu'il fallait réduire l'immigration. Jamais.
Pendant la campagne présidentielle, il a clairement expliqué que l'immigration était une chance pour la France. Tout le monde se souvient de la façon dont il a alimenté le discours de culpabilisation de la France, notamment par rapport à l'Algérie. Le projet de loi qui est autour de la table, et je remercie Éric, Guillaume, Pierre-Henri, Fabien, tous les amis, Mansour, tous ceux qui en ce moment portent notre voix à l'Assemblée nationale, François Noël qui le fera bientôt également au Sénat, l'ont très clairement montré. Ce projet de loi, une fois qu'on a laissé de côté tous les galimatias qui consistent à faire semblant, ne contient aucune mesure sérieuse qui vont permettre de réguler cette explosion de l'immigration en France. Parce qu'il y a bien une explosion, c'est plus 50% en 10 ans. Un seul exemple, le regroupement familial, qu'il faudrait réduire drastiquement, va être encore renforcé, comme vous l'avez montré, avec la possibilité pour des mineurs demandeurs d'asile non seulement de faire venir les parents, mais de faire venir aussi tous les frères et sœurs. Et je passe sur l'affaiblissement de la notion de pays sûr qui vont être encore diminués. Et Annie l'a très bien relevé ce matin, on voit en plus que dans les débats, la véritable nature de ce qui est la majorité de ce qui est En Marche transparaît. Il n'y a dans leurs interventions à aucun moment la volonté d'un discours qui soit ferme et qui soit clair sur cette question de l'immigration. C'est révélateur. Et c'est révélateur d'un débat interdit, qui est d'ailleurs étonnant, parce que la France parle souvent de ces questions d'immigration, depuis longtemps. Mais si on compare notre débat avec le débat en Allemagne, avec le débat au Royaume-Uni, le débat chez nous est frappé du sceau de l'irrationalité. On ne met jamais les chiffres sur la table, on ne regarde jamais la réalité en face, on cache les statistiques qui sont les statistiques de l'immigration, on ne regarde pas ce qui se passe, on n'en débat pas en confrontant les points de vue. Regardez la façon dont le débat se passe en ce moment dans l'hémicycle, où immédiatement, dès que nos députés font des propositions, on leur oppose avec ce vieux réflexe pavlovien que nous connaissons, vous n'êtes pas humain, vous n'êtes pas ouvert, vous n'êtes pas charitable, vous n'êtes pas tendu vers les autres, vous n'écoutez pas. Mais j'en ai assez de cela. Parce que ce ne sont que les arguments de la fausse générosité. Cette fausse générosité qui consiste ni à se donner les moyens de bien accueillir ceux que nous avons décidé d'accueillir, cette fausse générosité qui consiste de la même manière à ne pas veiller correctement à ceux et sur ceux qui sont chez nous. Ce débat immature, c'est à nous de le secouer. C'est à nous de refuser cette dictature des censeurs qui veille à ce que le débat ne puisse pas être objectivé et à ce qu'il ne puisse pas y avoir un débat mature sur cette question de l'immigration dans notre pays. Cela suppose de dire, et ne l'oublions jamais quand on appartient à la famille de la droite et du centre, cela suppose surtout de faire. Et nous avons parfois péché pour l'un et beaucoup pour l'autre. D'abord dire, nous avons voulu, avec Virginie et Guillaume, que l'intitulé de la convention soit clair. Ce n'est pas une convention sur l'immigration, c'est une convention sur comment réduire l'immigration. Parce qu'il faut que les choses soient nettes. On finit dans notre pays par se cacher derrière des mots qui sont autant de slogans usés. On dit qu'il faut maîtriser les flux migratoires, on dit qu'il faut mieux réguler, on dit qu'il faut mieux organiser. Non. Il faut dire les choses très simplement. Les Républicains veulent une seule chose, sortir la France de l'immigration de masse. Ni plus, ni moins, sortir la France de l'immigration de masse. Je vais y venir. Qu'est-ce que ça suppose précisément, si on veut tenir l'objectif? D'abord, ça suppose un changement complet dans notre raisonnement. Jusque-là, nous nous sommes trop bridés. Nous avons raisonné, et Guillaume Éric, vous vous y êtes souvent heurtés, dans un cadre juridique constant, consistant à accepter par avance que tel aspect des traités européens, tel aspect de telle convention, tel aspect de vieilles négociations, par exemple celle qui nous lie avec l'Algérie,
empêchait par essence de faire quoi que ce soit. Et du coup, on ajuste, mais on ajuste à la marge. Et on a nous-mêmes auto-intégré la capitulation du politique, qui d'ailleurs exaspère les Français. Ce que j'ai voulu et ce que j'ai donné comme feuille de route aux 20 parlementaires, tous experts qui ont travaillé pendant plus de 2 mois sur cette question, c'est s'il faut aller jusqu'à changer des traités, modifier la Constitution, sortir de tel ou tel cadre juridique, on fait. La question, ce n'est pas que notre politique migratoire soit dictée par un cadre juridique constant. La question, c'est de se permettre tous les changements juridiques qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif, sortir de l'immigration de masse. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de règles imposées. La seule ligne et la seule ligne de conduite, c'est qu'est-ce que nous voulons pour la France et quel est l'intérêt de notre pays. Ce qui vous est proposé aujourd'hui est le fruit du travail des parlementaires qui sont sans doute aujourd'hui les meilleurs experts de ces questions et qui appartiennent tous à notre famille politique. Et je suis fier de ce qu'ils ont fait parce que ce sont tous des élus qui ont fait l'effort de rentrer dans les détails du maquis juridique qui est aujourd'hui ce maquis juridique, jurisprudentiel, qui aboutit à empêcher toute maîtrise de la politique migratoire. Je précise aussi, on a eu cet échange tous ensemble, que nous avons voulu sur cette première convention nous concentrer sur ce que la France doit faire. Parce que trop souvent, on se défausse sur l'Europe. Et on dit, bah oui, mais il faudrait qu'on change ça et ça de l'Europe. On y viendra. Et vous savez à quel point je veux changer les choses dans le fonctionnement actuel de l'Europe, qui est parfois devenu trop ubuesque. Mais là, je veux d'abord qu'on se concentre sur ce que la France peut faire. Et il y a déjà beaucoup de choses que nous pouvons faire tout de suite pour mieux réguler l'immigration. Le premier point, c'est mettre un coup d'arrêt aux entrées illégales. Nous avons fini par perdre le bon sens. L'immigration illégale est illégale. Un point, c'est tout. Et il ne faut pas aller au-delà. Et si elle est illégale, cela signifie qu'elle doit être arrêtée. Comment comprendre, par exemple, que quand nous agissons à nos frontières, aux frontières de l'Europe, avec les bateaux qui viennent sur le continent européen, quand ils sont arrêtés, où est-ce qu'on amène les migrants illégaux qui arrivent? Est-ce qu'on les ramène sur la côte libyenne? Est-ce qu'on les ramène sur la côte tunisienne? Ou est-ce qu'au contraire, on les accompagne pour les faire rentrer sur le continent européen? Comment ne pas être choqué par cette folie qui consiste à ce qu'aujourd'hui, les forces de Frontex, les gardes-côtes, les opérations auxquelles les Français participent, consistent juste à récupérer les migrants illégaux et à les accompagner pour leur entrée sur le continent européen. Mais cela envoie juste comme signal que nous accueillons l'immigration illégale au lieu d'être très clair et de dire non, quand on vous arrête, on vous raccompagne de l'autre côté, parce que si précisément cette immigration est illégale, elle n'a rien à faire sur le continent européen. C'est aussi simple que cela. Et ça, c'est le premier point que nous devons tenir. La deuxième chose, pourquoi y a-t-il un tel encouragement à l'immigration irrégulière? Mais c'est parce que nous laissons subsister l'espoir qu'il pourra y avoir à l'arrivée une régularisation ou un titre de séjour. Et les passeurs vivent de cela. Et les passeurs vivent de cette instrumentalisation des espoirs que par nos faiblesses, nous laissons alimenter. L'Australie a adopté une toute autre conduite, qui est très simple. Si vous mettez un pied en Australie sans y avoir été autorisé, vous ne pourrez jamais obtenir de régularisation ou de titre de séjour. Je demande que nous brisions une bonne fois pour toutes les filières de l'immigration irrégulière en adoptant une règle simple consistant à dire que si un étranger en dehors du droit d'asile est entré de façon irrégulière en France, il ne pourra jamais avoir accès à une régularisation ou à un titre de séjour. Jamais. Ce qui suppose d'inscrire dans nos textes juridiques le fait que quand on vient de façon irrégulière en France, quand on a enfreint nos règles, quand on est venu de façon illégale, c'est une interdiction à vie d'accéder à un titre de séjour et à la possibilité de séjourner régulièrement sur le territoire français. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons,
c'est une prime à l'illégalité et à l'irrégularité. Il faut casser la mécanique de l'immigration illégale. La deuxième chose, c'est qu'il faut ensuite que la France puisse faire à nouveau respecter ses règles sur son territoire. Le ministre de l'Intérieur lui-même a reconnu qu'il y avait aujourd'hui 300 000 clandestins sur le territoire français. Quand des gens font des demandes d'asile et qu'on constate qu'ils n'ont pas le droit à l'asile et au statut de réfugié, dans combien de pourcentage des cas seront-ils reconduits à la frontière? 4%. Ça veut dire que pour toutes ces personnes sur lesquelles la justice a tranché et a très clairement dit qu'ils n'ont pas le droit de rester en France, dans 96% des cas, la République décide de fermer les yeux et juste de ne pas faire appliquer les règles et la loi qui est la nôtre. Mais comment peut-on ensuite s'étonner qu'il n'y ait plus aucun sens de l'autorité républicaine et du respect des règles de droit? C'est pour cela que nous avons voulu inscrire une règle très simple, un quinquennat pour en sortir, et pour organiser l'expulsion des 300 000 clandestins qui sont sur le territoire français. Cela suppose de revoir totalement notre politique d'aide au développement. Et là encore, j'aime juste qu'on ouvre les yeux et qu'on regarde calmement mais lucidement ce qui se passe. Nous attribuons 350 millions d'euros d'aide au développement au Mali. Eh bien, le Mali a glorieusement accepté le retour de 13 sans-papiers, 13 sans-papiers sur son territoire en 2017. Et tous les autres, ils refusent de donner des récépissés permettant d'organiser la reconduite à la frontière de Maliens qui sont en situation irrégulière en France. Nous attribuons 180 millions d'euros d'aide au développement à la Tunisie. François Noël l'a parfaitement montré, la Tunisie a accepté de reprendre cette année même pas une centaine de Tunisiens dans le cadre des procédures de reconduite à la frontière. L'Allemagne est beaucoup plus exigeante. L'Allemagne est beaucoup plus claire. L'Allemagne, elle, organise de façon beaucoup plus systématique des vols de reconduite à la frontière avec des charters groupés qui permettent de systématiser. Eh bien, je demande une chose qui est toute simple. C'est conditionnalité totale de l'aide au développement au fait que les pays acceptent de donner les récépissés pour reprendre leurs ressortissants qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Et s'ils ne le veulent pas, il n'y a plus d'aide au développement. Et nous devons aussi, Guillaume, comme tu l'as rappelé, expulser les étrangers délinquants. Cela suppose de restaurer intégralement la double peine. Restaurer intégralement la double peine. Comment garder sur notre territoire des étrangers qui, comme premier signal de respect du pays qui leur tend les mains et qui a accepté de les accueillir, commencent par enfreindre les règles de notre pays et commettre des délits. Il y a aujourd'hui dans les prisons françaises un prisonnier sur 5 qui est de nationalité étrangère. Il est temps de dire clairement que quand on commet un délit en France, on ne reste pas en France et que si on veut rester en France, on respecte les règles qui sont les nôtres et qui permettent juste de vivre ensemble. Je vais aller au-delà. J'ai eu hier une rencontre qui m'a beaucoup marqué avec une personne qui voulait venir me voir, qui a eu le courage de témoigner contre Tariq Ramadan et qui témoignait de la diffusion progressive du discours de haine de la France qui est diffusé notamment par les réseaux salafistes. Nous ne faisons rien. Nous restons passifs. Ces gens-là professent un discours de haine de notre pays et de racisme contre la France. Ils endoctrinent les esprits tous les jours, et notamment les étrangers qui sont sur notre territoire y contribuent, ceux qui sont radicalisés et ceux qui sont fichés et suivis par le ministère de l'Intérieur. Et nous n'en tirons aucune conséquence. Le président de la République se glorifie qu'il y ait eu
une vingtaine d'étrangers radicalisés reconduits à la frontière en 2017. Il y en a 3000 qui sont suivis dans notre pays pour radicalisation et profession de haine contre la France. Les Républicains font cette proposition très simple de créer un délit d'incitation à la haine contre la France. Et quand on professe la haine contre la France et qu'on est un étranger, on ne reste pas sur le territoire français, on est reconduit à la frontière. C'est la troisième proposition que nous faisons. Enfin, la France doit pouvoir décider qui elle accepte et qui elle n'accepte pas sur son territoire. Même le Canada, pays pourtant marqué par une politique que je ne souhaite pas à la France, même le Canada est capable, lui, d'avoir une politique migratoire qui lui permet de décider qui est accepté de quel pays, sur quelle profession. Nous, notre politique est devenue une politique totalement à l'aveugle, dans laquelle nous ne décidons plus de rien, plus qui nous voulons, plus dans quel métier, plus dans quelle origine, et surtout plus combien. Les capacités d'intégration ont une limite. Il faut donc que nous puissions voter, Éric, des plafonds d'immigration annuellement, qui seront adoptés par le Parlement et qui permettront de reprendre la main sur le nombre de titres de séjour qui seront délivrés. Nous pouvons intégrer des individus, mais nous ne pouvons pas assimiler des peuples. L'Autriche le fait, le Canada le fait, l'Allemagne s'apprête à adopter des règles en la matière. Nous sommes le seul pays européen à poursuivre dans notre aveuglement actuellement. Nous devons, de ce point de vue, aller jusqu'à poser la question de l'immigration familiale. Aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, elle est devenue une des premières causes d'immigration en France, avec 90 000 titres de séjour sur les 262 000. Trop souvent, on en reste à la seule question du regroupement familial, qui est une façon de voir que la face émergée de l'iceberg. Pas anecdotique, contrairement à ce que j'entends parfois. C'est quand même 23 000 titres de séjour. Ce n'est pas anecdotique. Mais ça n'est pas l'essentiel. C'est bien l'ensemble de l'immigration familiale que je veux voir traiter. Celle qui fonctionne par les mariages, plus ou moins blancs, plus ou moins forcés. Celle qui fonctionne par le regroupement familial, pas seulement ceux des étrangers, mais celle aussi de Français, qui font venir ensuite une partie de la famille dans le cadre d'un mariage qui a été fait. C'est cette immigration familiale globalement que nous devons réguler. Il ne peut pas y avoir de droit automatique pour les immigrés à faire venir 3 à 4 membres de leur famille en moyenne dès que l'un d'entre eux est arrivé sur le territoire français. Nos règles là-dessus restent beaucoup trop permissives. Si vous voulez faire venir des membres de votre famille, il faut que vous puissiez les loger. Si vous voulez faire venir des membres de votre famille, il faut que vous puissiez les nourrir et que nous ne dépendions pas des prestations familiales. Les plafonds qui aujourd'hui sont posés sont totalement anecdotiques. Nous proposons de doubler aussi bien les critères de ressources que les conditions de logement. Et je me permets d'ajouter autre chose, il faut avoir un minimum séjourné en France. Il faut avoir montré sa capacité à respecter nos règles avant de pouvoir prétendre au regroupement familial et à l'immigration familiale. Je demande donc qu'avant 3 ans, il soit strictement interdit de pouvoir accéder aux règles du regroupement familial et que nous arrêtions ce système dans lequel portes et fenêtres restent ouvertes et où nous ne contrôlons plus rien. Je voudrais enfin, pour finir, poser la question de la nationalité. Et c'est une profonde différence entre nous et même les membres les plus lucides de ce qui est une majorité malheureusement très défaillante sur ces sujets. Je pense par exemple à quelqu'un comme Manuel Valls. Je respecte Manuel Valls parce que, à la différence du président de la République, il a un discours qui est clair sur la laïcité et sur le multiculturalisme. Mais j'ai une profonde différence avec lui. Pour Manuel Valls, la nationalité est une étape dans un parcours d'intégration. Pour nous, la France ne doit donner la nationalité que la main tremblante, en étant sûr que celui ou celle auquel on donne la nationalité
est parfaitement intégré et comprend parfaitement les règles et le fonctionnement de la République française. Cela suppose, oui, de revenir sur le droit du sol. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas de sujet tabou. Mansour est ici et peut témoigner de la façon dont aujourd'hui le droit du sol est totalement détourné à Mayotte. Avec des clandestins qui arrivent à Mayotte en ayant juste l'espoir que si leurs enfants naissent à Mayotte sur le sol français, ils auront droit automatiquement ensuite à la nationalité française, avec la possibilité ensuite de faire venir toute la famille sur le sol français. Est-ce que c'est cela le droit du sol? Est-ce que c'est cela la conception de l'immigration que nous devons défendre? Le droit du sol, ça n'est pas cela. Quand il a été conçu à la fin du 19e siècle, il n'était pas fait pour cela. Aujourd'hui, il a été totalement détourné et sorti de sa vocation initiale. Et nous ne pouvons plus continuer comme cela. Je demande donc que l'on revienne sur le droit du sol et que l'on fixe une règle simple en nous inspirant de l'Allemagne. Si les parents sont en situation irrégulière sur le sol français, il n'y a pas d'accès et de droit du sol. Une situation simple, si les parents sont en situation irrégulière, on ne peut pas prétendre accéder à la nationalisation par le biais du droit du sol. Et enfin, on ne peut pas devenir français par hasard. On ne peut pas devenir français si on n'a pas parfaitement intégré l'exigence et la beauté de ce que représente le fait de faire partie de la nation française. On ne peut pas devenir français si on n'a pas un casier judiciaire qui est vierge. On ne peut pas devenir français sans être majeur, parce que je ne veux plus qu'on devienne français par accident. Il m'est arrivé d'assister à des cérémonies de distribution des diplômes de la nationalité française et de constater parfois, malgré tous les contrôles, tous les examens, toutes les mesures qui sont faites, que bien souvent les gens qui venaient chercher leur diplôme ne comprenaient pas très bien ce que je leur disais et les propos que je leur tenais, parce que la maîtrise du français n'était que trop incertaine. Et je vais aller à quelque chose qui me tient beaucoup plus à cœur. Je n'attends pas seulement d'un étranger auquel on donne la nationalité française qu'il parle le français. Je n'attends pas seulement de lui qu'il connaisse les rudiments de l'histoire de France. J'attends de lui qu'il adhère totalement aux valeurs de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne donne pas la nationalité française à quelqu'un qui considère que la charia est supérieure aux lois de la République. Ça veut dire que je ne donne pas la nationalité française à quelqu'un qui n'a pas parfaitement intégré que chez nous, l'égalité de l'homme et de la femme n'était pas négociable. Ça veut dire que je ne donne pas la nationalité française à quelqu'un qui considère qu'il peut imposer le port du voile à sa femme ou à sa sœur. Ça veut dire qu'au moment où nous donnons la nationalité française, il faut qu'il y ait une prestation de serment et de respect et d'adhésion aux valeurs de la République française pour forcer tout le monde à sortir de l'hypocrisie. Non, la France ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Ce ne sera pas facile. Mais rien n'est facile dans ce parcours de reconstruction. Et cela suppose aussi, comme David Goodhart l'a très bien montré, c'est qu'il faut que nous sortions d'un discours qui a été confisqué par certains et que nous redonnions tout simplement la parole aux Français. Je me souviens d'un très beau débat qui avait eu lieu entre Georges Clemenceau et Jules Ferry sur la colonisation. Et Georges Clemenceau avait interpellé, c'est une époque où les discours politiques avaient de la hauteur et du souffle, avait interpellé Ferry en lui disant « Vous n'avez même pas pris la peine de consulter le pays. » On lui a systématiquement caché la vérité et on essaye maintenant d'accommoder les faits à une doctrine inventée pour la cause. Clemenceau avait raison. Dans une démocratie, vous ne pouvez pas l'emporter sur la durée
en tournant le dos au peuple, en l'empêchant d'arbitrer et de décider. Étrange pays que le nôtre, qui brandit la démocratie participative pour consulter par exemple les Parisiens sur le futur itinéraire du marathon à Paris. Étrange pays que le nôtre, que celui dans lequel un président de la République dit qu'il n'exclut pas de recourir au référendum, notamment pour consulter les Français sur une question aussi stratégique que l'utilisation ou non de la proportionnelle. Et qui, dans le même temps, depuis 30 ans, a systématiquement refusé de consulter les Français à un moment sur une question qui a à ce point-là transformé le visage de notre pays, celui de l'immigration. Nous devrions pourtant prendre garde, parce que, comme M. Goodhart l'a très bien montré, lors du vote du Brexit, les Britanniques, eux, se sont saisis de la possibilité qui leur était enfin donnée de s'exprimer pour dire clairement qu'ils ne voulaient pas de cette ouverture. Nous devrions prendre garde, parce que, comme cela a très bien été montré, notre pays cherche à tout prix à camoufler le plus possible tous les sondages qui portent sur cette question. On nous teste sur tous les sujets, dans tous les sens, matin, midi et soir. Regardez la faiblesse du nombre de sondages qui sont faits sur les questions migratoires. Et je verrai avec beaucoup de plaisir les Français interrogés sur cette question pour que l'on mesure ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent vraiment. Je considère que les Français ont le droit de choisir sur cette question, qu'ils ont droit de s'exprimer. C'est pour cette raison que je veux qu'il puisse y avoir un référendum pour que ce soit les Français qui décident. Ce n'est pas aux passeurs, ce n'est pas aux juges de décider qui entre en France. C'est aux Français de le décider. C'est leur pays, ce sont leurs frontières, c'est notre peuple, ce sera leur choix. Je veux que les Français puissent s'exprimer une bonne fois pour toutes à travers un référendum sur ce qu'ils souhaitent en termes d'immigration. Alors nous avons une grande responsabilité. Parce que ce sujet-là ne souffre pas les ambiguïtés. Parce qu'on le voit très bien avec la façon dont le débat a commencé à l'Assemblée nationale, le discours d'Emmanuel Macron est frappé de toutes les ambiguïtés sur cette question et il ne fait preuve d'aucune fermeté sur ce sujet. À peine quelques minutes en 4 heures d'interview la semaine dernière consacrée à cette question. Il ne faut rien en attendre là-dessus. Et il faut juste que nous soyons clairs, ce président de la République, sur ce sujet, n'a pas la fermeté qui s'impose. De l'autre côté, le discours du Front National conduit dans l'impasse. Parce que, systématiquement, il permet à tous les censeurs du débat de fermer toute forme de discussion en brandissant les étendards du politiquement correct. C'est la responsabilité des Républicains de porter ce débat. C'est la responsabilité des Républicains de le porter avec détermination et esprit de responsabilité. Et de quoi aurions-nous peur? Je relisais hier les propositions qui avaient été faites par des personnalités que j'admire beaucoup de notre famille politique au début des années 90. Il s'appelait Jacques Chirac. Il s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Il s'appelait Alain Juppé. Et à l'époque, la droite n'avait pas encore démissionné. Et il portait un discours qui était clair sur l'immigration, disant qu'il fallait que nous puissions sortir des règles qui avaient abouti à une immigration incontrôlée dans notre pays. Les années 90 ont été terribles pour la droite, parce qu'elles ont progressivement conduit à cette abdication et à cette capitulation qui nous a été, et avec raison, si souvent reprochée. En partie, c'est vrai. Pas seulement, je pense que nous y avons nous-mêmes contribué, mais bien sûr, vous avez raison. Et avec parfois des attitudes que je vois se reproduire. Mitterrand est celui qui a utilisé la proportionnelle. Mitterrand est celui qui a utilisé le Front National pour étouffer la voix de la droite. Et je vois beaucoup d'analogies dans parfois l'attitude actuelle qui est portée, consistant à essayer de faire en sorte qu'entre En Marche et les extrêmes, il n'y ait plus rien. Eh bien, c'est à nous de défier cela. Vous connaissez ma conviction. C'est un chemin exigeant. C'est un chemin qui suppose de ne pas chercher à plaire à ceux qui décernent les bons points ou les mauvais points dans notre pays.
C'est un chemin qui consiste à s'imposer toujours ce devoir de lucidité, voir, faire preuve de bon sens, dire et ne jamais oublier qu'à l'arrivée, la seule chose sur laquelle nous serons attendus, c'est de faire. J'aime ce que disait Charles Péguy. Rien n'est meurtrier comme la lâcheté. Rien n'est humain comme la fermeté. Les Français attendent une politique ferme en matière d'immigration. C'est le devoir des Républicains de le porter. Et croyez-moi, ma détermination sera totale. Merci à vous.